il est presque 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin, je vous le disais, il s'agit de Mathieu Guillard. Il est président du Parti breton. Il est avec nous en direct dans la matinale. Il est venu de Rennes malgré les embouteillages. Je l'en remercie. Bonjour. Merci de votre accueil, bonjour à vous. Alors, on va parler de la Bretagne et du Parti breton. Il y a eu cette longue séquence électorale. Vous vous êtes présenté pour les élections régionales. Aujourd'hui, on en tire une forme d'enseignement de ces élections au Parti breton. Ah oui, tout à fait. Ça a été riche d'enseignements. Alors vous avez raison, ça a été une longue séquence puisque nous, donc on est partis les premiers au Parti breton. On a déclaré notre candidature au régional par une conférence de presse au Club de la presse de Bretagne à Rennes en septembre 2020. Et puis donc les élections devaient avoir lieu en mars. Et finalement, elles ont été reportées en juin. À un moment donné, on parlait de les reporter en octobre ou novembre 2021, voire après la présidentielle. C'est ce que voulait Emmanuel Macron. Bon, finalement, c'est revenu en juin. Mais voilà, ça a duré jusqu'en juin. Ça a été une longue campagne, très riche, très intéressante pour nous. On s'est présenté, alors on a présenté la liste Bretagne responsable soutenue par le Parti breton et avec aussi des personnes non encartées ou des différents acteurs de la société. Et on a fait un score de 1,55%. 13 000 voix. Donc, ce qu'on peut dire déjà comme ça sur des chiffres bruts, c'est que on est les seuls en fait à augmenter notre score par rapport au régional d'avant avec Europe Écologie. On est ceux qui augmentons le plus. Ça reste encore un score modeste au regard des grosses écuries parisiennes. Mais vous avez été un peu déçu, on peut le dire ? Ah non. On peut pas dire qu'on est déçu. Franchement, on est content. On aurait aimé faire un peu plus. Bon, dans la soirée, on était à 1,8, 1,9. Finalement, quand les résultats de Rennes sont tombés, ça a fait un peu baisser le chiffre. Mais franchement, non, on est content parce que on progresse. Certes, on aimerait bien atteindre les 5%, mais on progresse dans un contexte de très forte abstention. Très forte abstention. Ouais. Justement, l'abstention, c'est finalement elle qui a un petit peu fait ces élections régionales. Alors on la redoute aussi pour les prochaines échéances. On va parler dans un instant de la présidentielle et des législatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire revenir les Bretons aux urnes ? Alors, c'est pas seulement les Bretons qui ne viennent plus aux urnes, c'est un peu tous les Français. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il y a besoin de plus de terrain, par exemple ? Il y a besoin de plus de proximité. Moi, je dirais que le mot-clé, c'est ça. On a un système, donc ça, c'est vraiment au Parti breton quelque chose on dit depuis longtemps. Et c'est un constat que l'on fait, c'est que la France est organisée de manière extrêmement pyramidale. Donc c'est très centralisé, beaucoup plus que tous ses voisins européens, beaucoup plus que n'importe quel pays démocratique dans le monde. Donc on a donc un système avec donc Emmanuel Macron en haut de la pyramide qui s'occupe de tout en fait et qui a tous les pouvoirs. Il faut savoir que Emmanuel Macron, enfin lui ou son successeur ou son prédécesseur, ont plus de pouvoir que n'en avait Louis XIV dans la monarchie absolue. C'est trop en fait. Il faut redonner du pouvoir aux régions en particulier et avoir plus de proximité. Et on parle d'abstention, mais il y a une région dans ces élections régionales où il n'y a pas eu d'abstention du tout et où il y a eu des très bons scores de participation, c'est en Corse. Oui, d'accord, ça fait exception, effectivement. Voilà. Pourquoi ? Parce que la collectivité territoriale de Corse a des pouvoirs, s'occupe de beaucoup de dossiers, et donc il y a des enjeux, et donc les gens se déplacent. Donner du pouvoir et donner des moyens financiers aux régions, et vous verrez, les Bretons et tous les autres se déplaceront. Alors, la décentralisation, on en parle beaucoup depuis des années et des années. On a l'impression que c'est un peu le serpent de mer. Ah complètement, mais on en parle depuis tout le temps. J'entendais encore ça à la radio ce matin. Tous les candidats déclarés à la présidentielle et qui sont très nombreux parlent tous de décentralisation. Même Anne Hidalgo, j'ai vu, qui a lancé sa déclaration de candidature ce dimanche, parle de décentralisation alors qu'elle voulait, il y a quelques mois, démanteler la Normandie pour créer le Grand Paris jusqu'au Havre. Donc tout ça, il faut bien faire la distinction entre les paroles et les actes.
Nous sommes de vrais décentralisateurs. Donc, si le Parti breton continue sa progression, nous nous battrons pour la décentralisation, car il faut bien avoir conscience que la décentralisation, on l'obtiendra par un rapport de force politique. C'est pas en demandant. Il faudra aller la chercher, cette décentralisation. Sinon, Paris continuera, comme un réflexe, à garder tous les pouvoirs entre ses mains. Alors on a le sentiment néanmoins qu'il y a une demande de Bretagne, une envie de Bretagne. D'ailleurs, tout le monde veut venir en Bretagne aujourd'hui, ça devient un petit peu générique. Il y a une envie de Bretagne. Est-ce que justement c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, mais il faut que les autorités politiques locales puissent avoir le pouvoir d'accompagner ce phénomène. C'est effectivement un vrai phénomène de société, il y a beaucoup de gens à s'installer. On voit bien, par exemple, que ça a une conséquence très directe sur le prix de l'immobilier. On a des prix qui atteignent des niveaux énormes. Je voyais un article de vos confrères de l'hebdo de Sèvres-et-Maine sur Clisson, par exemple, où dans le vignoble nantais, aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier disent qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis 30 ans, mais aujourd'hui, on achète des maisons sans même les visiter. Dans le vignoble nantais. Sur Internet. Voilà. Et ça, c'était pas le cas avant. Et on peut parler évidemment de toute la côte, Saint-Malo, Golfe du Morbihan, Presqu'île Guérandaise, etc., etc. Et puis les grandes villes, il y a des phénomènes énormes. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les moyens d'accompagner ce mouvement, de pouvoir justement réguler les conséquences néfastes qui peuvent arriver aussi, pour pouvoir accueillir toutes ces personnes dans de bonnes conditions. Avec aussi des lieux qui n'étaient pas prisés jusqu'à présent. On voit le centre-Bretagne. Aujourd'hui, tout à fait. On vient acheter des maisons en centre-Bretagne. Oui, c'est général, c'est partout. Centre-Bretagne, pareil. Donc on a une augmentation des prix. Alors vous savez, en Bretagne, on a la moyenne de salaire la plus basse de l'Hexagone. Et c'est vrai que les Franciliens, eux, ils ont la moyenne de salaire la plus haute. Donc dès qu'ils ont les moyens, finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils quittent l'Île-de-France et ils vont s'installer notamment en Bretagne et ils peuvent acheter 2 fois plus grand. Donc voilà, ça, c'est une réalité. Donc il faut pouvoir que les acteurs politiques bretons puissent réguler cela. Alors il y a différents outils. Et notamment, nous, ce qu'on a défendu pendant les élections régionales, c'est le statut de résident, qui est un statut qui existe, qui est un des outils possibles, et qui est un outil intéressant, qui existe déjà dans plusieurs pays européens. Alors, je sais que vos confrères de l'UDB aussi ont défendu ce statut. On pense à Nick Kawissin qui a produit un livre autour de ce statut de résident. Ça n'a pas plu à tout le monde, il faut bien le reconnaître. On a parlé de repli. Est-ce qu'ils ont parlé de... Alors, écoutez... Alors, c'est pas l'UDB, Oui, je sais bien, mais peut-être qu'ils ne savaient pas exactement de quoi ils retournaient. C'est quelque chose qui est utilisé, je crois, en Grèce, en Finlande, plus près de nous, à Jersey, par exemple. Et ça fait longtemps que c'est mis en place et ils n'ont jamais poussé des cris d'orfraie, ça les a jamais choqués. Donc, pourquoi est-ce que ça les choquerait ? Si vous voulez, il y a quand même une grosse part d'hypocrisie et de politique politicienne dans tout ça. Moi, la majorité régionale a critiqué le statut de résident. Le PS et ses alliés, le parti radical de gauche notamment, a critiqué le statut de résident en Bretagne. Et son président, en Corse, a voté pour le statut de résident en Corse. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. Voilà. L'exemple de Jersey est intéressant parce que je trouve qu'il est très parlant. Jersey, c'est rapidement. Jersey, c'est des Normands, d'accord ? Jersey, c'est des Normands. C'est des Normands qui, bon, ça c'est l'histoire, qui dépendent de la couronne britannique et pas de la France. Et vous avez des Anglais très fortunés qui viennent s'installer à Jersey, de la City, donc de la place financière londonienne. Ils viennent en avion à Jersey et ils viennent s'installer. C'est un peu leur Riviera. C'est un phénomène où il y a une distorsion énorme entre le pouvoir d'achat des Londoniens et le pouvoir d'achat des Jerseyais. Et ça fait monter énormément les prix de l'immobilier. Exactement comme ce que je viens d'écrire en Bretagne. Du coup, ils ont mis en place le statut de résident pour que les Jerseyais puissent acheter à des prix décents leurs biens immobiliers et être propriétaires. Voilà, c'est tout. Et voilà, nous, on peut faire exactement la même chose. C'est pas quelque chose... le repli, moi, je comprends même pas ce que ça veut dire, en fait. C'est une mesure sociale.
tout simplement. Alors aujourd'hui, justement, à propos de social, on est dans une époque très tendue, un pays très fracturé, et la Bretagne n'y échappe pas, évidemment. En cette période presque électorale, allais-je dire, vous parliez tout à l'heure d'Anne Hidalgo qui a déclaré sa candidature, mais on pourrait parler de Madame Le Pen, peut-être Monsieur Zemmour, on ne sait pas. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus. En tout cas, beaucoup de candidats pour cette future élection présidentielle. On est dans ce paysage fracturé. Comment la Bretagne peut, j'allais dire, passer le pas? On sait qu'on a une région qui parfois est une région qui surprend au niveau politique. Dans les prochaines élections à venir, c'est vrai que la Bretagne est moins directement impliquée. C'est pas un sujet en fait en soi. C'est vrai que les élections importantes, ça va être les régionales, les municipales aussi, les départementales, mais aujourd'hui les départements c'est devenu un petit peu c'est plus tellement des entités politiques en fait, c'est presque devenu des entités administratives. Mais la présidentielle phagocyte un petit peu tout ça. Et on parle de sujets assez éloignés de la Bretagne finalement, c'est très personnalisé, trop personnalisé. Et les législatives aujourd'hui avec le quinquennat sont mises systématiquement à la suite des présidentielles. C'est une mauvaise chose finalement. C'est une mauvaise chose dans le sens où ça phagocyte les élections législatives. Avant c'était des élections en soi. Aujourd'hui c'est devenu le 3e tour des présidentielles. Donc on confirme en fait l'élection de la nouvelle personne présidente avec des élections. Moi je me souviens c'était en 2017. Dans ma circonscription, au 3e tour, il n'y avait pas de match en fait. Le candidat qui était estampillé En Marche, il a fait un score énorme et les autres, on était tous raplapla, on était à moins de 10% quoi. Donc, et au premier tour, et lui était à 49% au premier tour. C'est quand même étonnant. Est-ce que ça reflète vraiment l'opinion publique, vous voyez? Ça aussi, ça participe à l'abstention. Les gens ne se sentent pas représentés. Donc l'élection présidentielle a trop d'importance en fait. Et dans tout ça, la Bretagne, écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on fasse monter un pouvoir politique en Bretagne, comme ça existe partout en Europe, et on pourra développer un certain nombre de politiques et avoir un certain nombre de compétences. Et Paris aura moins de compétences. Voilà. Alors, les législatives, vous avez lâché le mot, Mathieu Guillard, vous allez vous présenter, en tout cas le Parti breton se présente pour les législatives. Alors, j'ai lu chez nos confrères de la presse que vous visiez les 37 circonscriptions bretonnes, oui. Vous l'avez annoncé lors de la convention du Parti breton. Comment ça va se passer ? Alors on a fait une journée de rentrée à Tréhaugan, à côté de Carhaix, et effectivement on a décidé de se présenter dans les 37 circonscriptions législatives, peut-être même plus, pourquoi pas, parce qu'on a des adhérents et des soutiens dans d'autres départements, donc pourquoi pas. Mais voilà, la dernière fois on était présent dans quasiment toutes les circonscriptions déjà. À part une ou deux, on était avec l'AEI, on était avec des petits partis locaux et on avait déjà progressé. Et déjà en soi c'était intéressant d'avoir fait ça. Là on va faire encore plus fort, on va être présent vraiment partout. L'idée finalement c'est d'avoir une représentation nationale du Parti breton à l'Assemblée nationale et de peser sur les décisions. Oui, tout à fait. On a besoin d'être présent. De toute façon, le Parti breton, depuis son existence, est présent systématiquement à toutes les élections, sauf la présidentielle, évidemment. Mais toutes les autres élections. Vous ne vous présentez pas. Non, je me présente pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Je pense pas que ce soit le poste le plus facile ou le plus intéressant pour moi. Bon, voilà. Donc, on va se présenter. Oui, je vous le confirme. On va se présenter dans les 37 circonscriptions législatives. Ouais. Alors, ça demande une organisation, ça demande aussi une forme de financement. Voilà, j'allais y venir parce que c'est le nerf de la guerre. Alors comment ça se passe de ce point de vue-là aussi? Comment vit le Parti breton? Alors comment vit le Parti breton? Alors le Parti breton vit des adhésions, des dons, et on a un peu de financement public. D'accord, on a quelques milliers d'euros.
Alors le financement des partis, c'est un sujet en soi très intéressant. Moi, je découvre plein de choses. Quand je vois les budgets, rien que pour les régionales, des grandes écuries parisiennes qui ont des budgets 20 à 25 fois supérieurs aux nôtres, je me dis, mais oulala. Voilà, donc il y a des... Bon, les lois de financement, c'est assez particulier quand même. Ça favorise beaucoup les gros. Outrageusement, à mon avis, trop. Mais, il n'y a pas assez d'équilibre, finalement. Oui, c'est-à-dire que vraiment, c'est verrouillé, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Mais voilà, on a quand même des financements, on a quand même eu la capacité, parce qu'on est bien structuré et bien organisé, de se présenter par nous-mêmes en fait au régional. On est les seuls parmi les entre guillemets petits à avoir pu le faire. Hein. Aucun autre n'est capable de le faire en Bretagne. Donc, on a quand même cette capacité. Ça demande un effort financier. On a épargné pendant des années pour pouvoir se présenter au régional. Là, on va se présenter aussi aux législatives. On sait qu'on va le faire. Hein, on sait qu'on va le faire. Il y a des moyens d'y arriver, voilà, y compris financièrement. Voilà, je ne vous demanderai pas les détails, hein. C'était juste pour que nos auditeurs secret, hein, comprennent comment ça fonctionne. Un petit parti, il n'y a rien de péjoratif dans mes propos. Justement, souvent on pose la question des partis en Bretagne. Alors évidemment, le Parti Socialiste, les différents partis, on pense aux écologistes également, qui sont arrivés également au Parlement breton. On parle aussi de l'UDB. Pourquoi il n'y a pas eu de fusion, par exemple, ou en tout cas d'entente entre le Parti breton et l'UDB ? Pour les régionales, vous voulez dire ? Alors pour les régionales et même... en général ? En général. Bah écoutez, nous, on a une politique de main tendue. Et force est de constater que l'UDB ne prend pas cette main. Voilà, dont acte. Hein, nous, on est prêts à travailler avec eux, parce que sur certains sujets, on est d'accord, en fait. Hein, pas sur tous les sujets, mais enfin... si vous voulez, nous, la différence, c'est que nous, au Parti breton, on veut faire avancer la Bretagne politiquement. Donc, en fait, ce qui nous unit, c'est ça. Après, on n'est pas forcément d'accord sur tout au Parti breton. Mais on fonctionne avec cette ouverture d'esprit et cette tolérance à avoir vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord sur tous les sujets. Donc au Parti breton, nous on a développé cette culture-là en fait de parti. Ce qu'il faut, c'est être un démocrate. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous on exclut les extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Donc on est un parti d'union, de rassemblement. Mais il y a des gens de gauche, de droite, du centre Parti breton, hein, ou des gens qui se définissent pas par rapport à ça. C'est transversal finalement. Ouais. C'est un peu la démarche de Jean-Marc Governatori pour la cause écologiste qui se présente actuellement à la primaire et à partir de jeudi. Il va y avoir les votes du premier tour de la primaire écolo. Et moi, je me suis inscrit, je vais voter Jean-Marc Governatori, d'ailleurs. Oui, vous avez parce que la démarche est assez similaire, en fait. L'UDB, c'est un parti qui se dit de gauche avant tout, quoi. Ce que je respecte, hein, mais c'est pas la même démarche, vous voyez. Donc, ils vont s'unir avec des majorités de gauche, dans les villes, à la région, etc., y compris avec des partis qui sont quand même assez jacobins, comme le PC ou LFI. Nous, on va pas s'allier avec ces partis-là, vous voyez, parce que y a des lignes rouges à pas franchir en matière de jacobinisme. Mais donc voilà, on a des points communs, on a des différences. Nous, on garde cette main tendue, mais force est de constater au fil des ans que quand même il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Donc on laisse la porte ouverte, mais nous on continue à avancer. Hein, on va pas non plus, on se définit pas. Par rapport à l'UDB, quoi. Et eux non plus, je crois, se définissent pas par rapport à nous. Alors, on promet une campagne alors, de la présidentielle, mais on va surtout s'intéresser aussi à la campagne des législatives qui va être assez tendue, assez forte. On parle même violente, parfois, c'est le mot qui revient dans la presse. On voit la montée des extrêmes hein, depuis quelques années. On l'avait évoqué ici avec vous, d'ailleurs, Mathieu Guillard. Même si ça s'est un petit peu tassé pour les régionales, on voit quand même cette montée des extrêmes, cette montée du mécontentement dans un paysage politique fractionné, paysage breton politique aussi, qui se cherche, hein, il faut bien le dire. Est-ce que vous craignez que, alors on parle de cette candidature peut-être surprise entre guillemets de Monsieur Zemmour, est-ce que vous craignez que ça se tente de ce côté-là, de côté de l'extrême droite ? Oui, c'est vrai que les choses sont tendues. C'est un peu un classique quand même dans l'histoire de France. Il y a toujours un côté comme ça, on tend vers la révolution, quoi. Hein, si on regarde sur les 200 dernières années, à chaque fois en fait, on a toujours eu du mal à réformer. Et les choses se font soit à travers... les changements se font soit à l'occasion d'une guerre ou d'une guerre civile ou d'une révolution. C'est un peu un fil rouge. Donc, je sais pas comment ça va finir, mais c'est vrai que on sent qu'il y a des gros blocages, en fait, dans la société française.
La France est-elle réformable? Voilà, la question est posée. Bon, mais on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que l'excès de centralisation participe certainement à tout cela et à l'éloignement aussi du pouvoir face aux citoyens. Quand Emmanuel Macron va 3 jours à Marseille à la rentrée, par exemple, franchement, est-ce que c'est pas artificiel finalement? Il vit dans son palais de l'Élysée, c'est un monarque républicain, et il vient comme ça 3 jours pour faire regarder la région, regarder Marseille, et puis après il repart, quoi. Lui et sa cour. Tout ça, c'est un autre temps finalement. Oui, c'est vraiment un fonctionnement monarchique. Je crois que la Ve République, De Gaulle disait, c'est une monarchie républicaine. C'est son expression. Donc, bon, il y a beaucoup. Alors, votre question est vaste. Il y a beaucoup de raisons qui font que les choses se tendent et que les extrêmes progressent en France. Extrême gauche, extrême droite, c'est vrai que surtout extrême droite en ce moment. Emmanuel Macron joue avec le feu. Il a réhabilité à plusieurs reprises Pétain, qui est quand même celui qui a instauré le statut des Juifs en 1940 à l'initiative du gouvernement français et pas à la demande des Allemands, faut quand même le rappeler. Il prend comme référence intellectuelle Charles Maurras, qui est la grande figure de l'extrême droite française des années 30. Enfin, voilà, soi-disant, il vient du PS et de la gauche et il se déporte sur la droite. Enfin, à quoi il joue? Tout ça, tout cela n'est pas très sain. Nous, on subit un peu tout ça en Bretagne. On aimerait bien ne pas subir tout ça. Si on avait encore une fois un pouvoir régional fort, moi, je crois qu'on serait plus dans l'action et dans le terrain de la réalité des choses, plutôt que dans ces polémiques qui sont très idéologisées en plus. Et ça met de l'huile sur le feu. Alors, il y a les idéologies, il y a aussi les religions. Parce qu'il y a la question de la laïcité qui met de l'huile sur le feu aussi. La religion, c'est quelque chose d'assez sensible. Voilà, j'allais dire clivant aussi. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'en France, on a toujours une certaine hystérisation des débats. Moi, je crois qu'en Bretagne, on a une culture du compromis, de l'écoute, de la négociation qu'il faut absolument qu'on garde, quelque chose de très important. Et on peut y arriver, mais pour ça, encore faut-il avoir un cadre politico-administratif qui le permette. Voilà, ce cadre, on n'a pas encore aujourd'hui. Non, la région a un budget ridicule, c'est à peine le budget de Rennes Métropole, et en plus c'est sur 4 départements et pas sur les 5. Tout cela est fractionné, on a un millefeuille administratif incroyable, on empile les strates. Tout cela est incompréhensible et au final c'est Paris en fait, tout est relié à Paris en fait, c'est la toile d'araignée quoi. Donc tout cela n'est pas une construction mais il faut rien attendre de Paris de ce point de vue-là. C'est nous qui devons construire notre pouvoir politique régional qui sera donc une Bretagne à 5 départements avec un pouvoir régional et avec un pouvoir législatif, un pouvoir de décret d'application, un pouvoir exécutif fort, etc. Une façon aussi de se rapprocher du terrain, de se rapprocher des électeurs, des Bretons, des Bretonnes, et peut-être les ramener à l'envie politique. Non seulement c'est se rapprocher du terrain, parce que un ministre breton de l'agriculture, de l'environnement, des affaires sociales, de l'enseignement, et non pas de l'éducation, tout ça, vous voyez, ce seront des gens qui seront vraiment directement au contact très concret des acteurs de la société. Mais il y a un autre avantage, c'est la transparence. Le pouvoir est plus proche, finalement. Bien sûr, et on saura tout ce que font ces acteurs politiques-là. Alors que franchement, les ministres qui sont à Paris et le gouvernement et toutes ces tractations en fait qu'il y a à Paris, tout cela se fait dans la plus grande obscurité. Est-ce qu'il faut une Europe des régions, finalement? On en parle depuis des années. Disons que ça, c'est le pouvoir des États, quand même, de s'organiser à l'intérieur de leurs frontières. Donc, aujourd'hui, l'Europe des régions, c'est une réalité, déjà. Tous les États sont au moins régionalistes et autonomistes, si ce n'est fédéraux. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, bon, ils sont partis, mais enfin... tant pis pour eux, et il n'y a que la France qui reste centralisée. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt à la France d'évoluer, mais encore une fois, il ne faut rien attendre de Paris. Paris veut garder tous les pouvoirs, c'est un réflexe. Donc c'est à nous d'aller le prendre, ce pouvoir. Et c'est par la politique qu'on le fera, le parti breton en grandissant,
créera ce rapport de force politique. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas besoin d'atteindre les 50% pour y arriver. Déjà à 5%, déjà à 10%, on pèsera sur les choses. Et pendant les régionales, nous, on a senti qu'on avait le potentiel pour atteindre les 5%. On avait déjà eu un sondage qui nous donnait 5%. Oui, je me rappelle de ce sondage. Oui, on l'avait. On a senti qu'on avait du potentiel. Il y a pas mal de gens qui sont allés finalement voir Daniel Cueff et qui m'ont dit après, qu'est-ce qu'on regrette, on a hésité entre vous deux et puis Daniel Cueff qui nous a trahis. On aurait dû voter Parti Breton, quoi. Bon, la prochaine fois, il faudra voter Parti Breton. Alors voilà, en tout cas le message passe. Un dernier mot, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que vous regardez, alors vous avez évoqué la Corse tout à l'heure, Mathieu Guillard, est-ce que vous regardez l'exemple corse avec bienveillance, avec, allez, j'allais presque dire envie? Alors, oui, dans une certaine mesure. Ce que moi je retiens, c'est la volonté des élus corses d'aujourd'hui, à la fois de défendre les intérêts de la Corse et aussi d'avoir une attitude d'ouverture vis-à-vis de l'État. Gilles Simeoni, et il agit de cette manière-là. Maintenant, il y a des réalités qui sont différentes entre les territoires, quelquefois. Les réalités sociologiques, électorales, sociétales sont différentes. Donc la Corse, on doit être entre 250 000 et 300 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près l'équivalent de la taille de Rennes. La Bretagne, c'est 5 millions d'habitants. Donc c'est pas la même réalité non plus. C'est pas non plus donc c'est pas la même réalité sociale, c'est pas non plus la même réalité économique. La Corse, c'est une île méditerranéenne qui s'inscrit dans son territoire avec son économie. La Bretagne, nous on est en plein milieu de l'arc atlantique. Il y a une réalité géopolitique et géoéconomique différente. Il faut quand même avoir conscience que la Bretagne, c'est une puissance économique. Nous sommes une puissance économique. Nous avons des entreprises qui sont des véritables pépites, notamment dans les nouvelles technologies, de niveau mondial. Donc, on est très, très fort. Moi, je comparerais la Bretagne à la Catalogne sur le plan économique. La Corse, c'est pas la même taille, c'est pas la même réalité. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est au niveau de la volonté politique. J'aimerais bien qu'on ait effectivement un leader comme Gilles Simeoni, ça c'est clair, en Bretagne. Voilà, bien écoutez, on poursuivra le débat, Mathieu Guillard, car il va être l'heure de nous quitter. Je rappelle que vous êtes président du Parti Breton et vous étiez avec nous en direct ce matin. Vous êtes venu exprès de Rennes pour venir au micro de la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.